Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande émission La Diaspora. Je vous ai toujours dit que vous n'avez jamais eu tort de suivre cette émission présentée par votre humble serviteur que je suis, William Tshisekedi. Ce soir, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le président Augustin Munkamba, le président des CODICOS, la coordination congolaise de la diaspora vivant en Suisse. Nous le recevrons, fidèles téléspectateurs, c'est pour parler de ces grands sujets qui est à la une ici en Suisse par rapport à l'initiative de pas de Suisse à 10 millions. Donc la diaspora africaine vivant en Suisse se sent vraiment concernée par rapport à cette initiative, raison pour laquelle nous sommes venus à la rencontre de M. Augustin Munkamba, qui est notre invité, à qui nous disons bonjour et bienvenue dans cette émission. Président Augustin Munkamba. Bonjour cher William, ravi pour moi d'être... c'est un honneur plutôt pour moi d'être votre invité et pour un sujet aussi sensible qui touche l'avenir surtout de la diaspora africaine et en particulier congolaise ici en Suisse. Voilà, merci Président d'avoir répondu positivement pour que nous puissions débattre avec vous par rapport à cette initiative. Je tiens à informer nos téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne de référence Antenne A qu'on a réussi pour vous, M. Augustin Munkamba, le président de la coordination des Congolais vivant en Suisse. C'est lui qui est notre invité dans cette émission. On va aborder ces questions qui est très sensible, pas de Suisse à 10 millions et pourquoi pas aussi on pourra frôler un tout petit peu par rapport à la situation géopolitique du pays, de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, on va parler de l'insalubrité à Kinshasa, la capitale congolaise. Mais avant d'aborder le sujet de Kinshasa, nous commençons avec celui des pas de Suisse à 10 millions. Augustin Munkamba, pourquoi vous vous sentez assez, je peux dire, lésé par rapport à cette initiative? Sans se voiler la face, dans un premier temps, je suis immigré. Nous sommes maintenant à l'ère, à un moment où on parle de vivre ensemble, où on a besoin plus des apports, on a besoin de la synergie, on n'a pas besoin de monter les peuples les uns contre les autres, les étrangers, les autochtones, allais-je dire. On n'est pas dans l'heure de diviser les peuples. Cette initiative, nous sur le plan politique suisse, moi en tant que immigrant ici en Suisse, syndicaliste comme vous le savez, je dis que nous disons que c'est une initiative de chaos. De chaos dans quel sens? Quand on parle de limiter la démographie, on se pose la question sur le plan naturel, ça signifie quoi limiter la démographie? Est-ce limiter les naissances? Est-ce sacrifier les seigneurs? Est-ce c'est chasser les étrangers? Est-ce c'est éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes âgées? Il y a plusieurs enjeux. C'est remettre en cause aussi les accords bilatéraux entre la Suisse, parce qu'il faut le dire, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Oui. C'est remettre en cause justement ces accords avec des conséquences naturelles que cela peut causer sur les 4 rubriques que je viens de énumérer. Donc, d'une part, limiter la démographie, limiter les naissances. De l'autre côté, sacrifier les seigneurs, c'est-à-dire les personnes âgées. Plus loin, remettre en cause les accords bilatéraux. Et de l'autre côté, monter les peuples les uns contre les autres. Mais quand vous parlez que sacrifier les aînés ou soit monter le peuple contre les uns ou les autres, ça va se faire comment? Vous avez quand même une idée par rapport à ce que vous dites? Nous sommes dans l'imaginaire. Quand on nous dit d'une Suisse qui n'aura pas 10 millions de population, prenons le cas des aînés. Cela veut dire que les aînés n'auront plus, les seigneurs n'auront plus leur place en Suisse. Sachant que la Suisse a une population vieillissante. Aujourd'hui, contrairement au pays d'où nous venons, je dirais qu'il y a plus de seigneurs que de jeunes ici en Suisse. Mais quand on dit qu'on ne veut pas une Suisse à plus de 10 millions, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de ces seigneurs-là qui doivent bénéficier, parce que quand on parle des seigneurs, il y a aussi un aspect derrière. L'AVS, la LPP, et je dirais la considération. Donc on ne veut plus de ça, comme on nous dit qu'il coûte cher, il pèse, il
faut les sacrifier. Mais en même temps, quand on dit, laissez-moi finir cette analyse. Oui, vas-y. Quand on nous dit d'en finir avec, si tel est le cas, d'en finir avec les seigneurs, où sont ces jeunes qui vont remplacer? Je vous parle ici en tant que syndicaliste. Comme vous le savez, je représente tous les travailleurs étrangers du secteur 1, 2, 3 ici en Suisse. Datant, il y avait 6 actifs pour un seigneur. Aujourd'hui, on est né à 2. Et si l'on doit diminuer la population, quel serait l'avenir justement de ces seigneurs? Donc, une façon indirecte de nous dire qu'on veut en finir avec ces seigneurs. Par quelle méthode? Les sacrifier, les accompagner dans les soins de santé. Je parle bien de l'accompagnement et non de les soigner. Allez-y comprendre ce que cela veut dire. Donc, c'est une initiative très dangereuse. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, j'ai parlé de la main-d'œuvre. Sur le plan économique aussi, c'est un danger. Je parlais tout à l'heure, je disais que la Suisse a une population vieillissante. Donc, ce sont la nouvelle main-d'œuvre. La Suisse étant privée justement de cette main-d'œuvre, le milieu économique l'indique que quand l'économie tourne bien, on a besoin de main-d'œuvre et on n'en a pas assez en Suisse. C'est-à-dire on en importe. On commence par l'Union européenne. Et bien sûr, nous autres migrants qui venons d'autres cieux, qui venons renforcer justement les secteurs économiques en Suisse. Ce qui fait la beauté et la force économique de la Suisse. Quand il n'y aura plus ces forces-là, que deviendra la Suisse? Mais les initiateurs... Je n'ai cité que 2. Hein, oui, vous avez cité dès que... mais les initiateurs disent... par rapport à ce que vous dites qu'il faut sacrifier les aînés, les personnes, quand on parle des aînés, les personnes âgées. Mais les initiateurs de cette initiative disent clairement que la limitation de la population sera plus, n'est-ce pas, ils vont puiser au regroupement familial. Et non, contrairement à ce que vous affirmez, à ce que, bon, je ne dis pas affirmation, à ce que vous dites selon votre façon de voir les choses. L'argumentaire donné par justement les initiateurs, il parle du boom de logement, il parle du boom des transports. On va en parler, si, là on va en parler, mais c'est juste parce que ils ont dit que la limitation se fera parce qu'il y a au moins, j'ai eu quand même l'occasion de recevoir les initiateurs de cette initiative à travers cette émission qui nous ont dit clairement qu'il y a au moins 40 000 personnes qui viennent en Suisse via les regroupements familiales. Et il y a encore, je n'ai pas encore les nombres sous-estimés estimés plutôt par rapport à l'immigration. Et selon eux, si cette loi arrivait à passer, c'est-à-dire ils vont mettre fin à cette population qui émigre chaque année 40 000 via les regroupements familiales. C'est à ce point-là qu'ils vont maintenant mettre la barre, dire que non, voilà, 40 000, c'est beaucoup. Donc, c'est-à-dire, si l'initiative passait, ils vont dire stop et il n'y aura pas 10, on ne va pas atteindre les 10 millions d'habitants. Non, il faut comprendre. Dans l'argumentaire, comme je l'ai dit, il parle du danger des booms de transport, des booms de logement et des booms effectivement de regroupement familial. Oui. Ce sont ces 3 argumentaires qui sont mis en avant. Oui. Mais je dis que je dois avoir honte d'appartenir au système politique suisse. Pourquoi? Si ce sont ces arguments-là qui doivent être considérés comme des arguments de base pour pouvoir justifier cette initiative de chaos. En quel sens? Et pourquoi vous dites que vous... Oui, je dois avoir honte parce que... Mais on ne peut pas quand même limiter les gens de ne pas pouvoir penser aussi, parce que... Vous savez, dans l'histoire... Nous sommes dans un pays démocratique. Non, laissez-moi aller. Dans l'histoire économique de la Suisse, fut un moment ce qu'on appelle la première génération de ceux-là qui sont venus. Ils ne venaient travailler que eux et leurs familles restaient dans les pays d'origine. Ceux-là sont des Portugais, ceux-là sont des Espagnols, ceux-là sont des Français, des Italiens même. Vous comprenez ça? Oui. Parlons de l'histoire du regroupement familial. Donc ces gens-là venaient comme des saisonniers, ils venaient seuls, ils restaient seuls, travaillaient, donnaient, construire la Suisse, et puis ils n'avaient pas droit à leur famille pendant qu'ils travaillaient. Et les choses ont évolué. On a introduit cette clause de regroupement familial pour leur permettre de rester ici
pas pour le plaisir de rester, ni peser sur l'économie suisse, mais au contraire pour donner à l'économie suisse. Donc c'était la main d'œuvre. Tous ne sont pas des travailleurs, Augustin Munkamba. Si. En Suisse, il y a d'autres qui profitent du système pour ils viennent en regroupement familial. Laissez-moi vous expliquer. Je fais partie du système politique suisse, non seulement en tant que syndicaliste, mais aussi en tant que politique. Vous savez que c'est la 11e tentative d'une initiative contre les populations. Je dirais même tentative xénophobe. Non. Si, je peux aller, je peux utiliser. Non, laissez-moi aller, William. C'est 11e. Seule initiative qui a réussi, c'était l'initiative de regroupement de l'immigration de masse. Mais tous ces gens-là qui viennent travailler, aujourd'hui, les systèmes suisses, laissez-moi vous dire, peut-être que vous n'avez pas l'information. J'assume ce que je dis en tant que syndicaliste. Oui, vous assumez. J'assume ce que je suis en train de dire. En Suisse, aujourd'hui, un seul bras ne peut pas nourrir 3 bouches. Vous le savez? La Suisse vit une inflation qui ne dit pas son nom. Vous savez ça? Ça, ce n'est pas la cause de la population. Mais c'est justement ces milieux, je dirais, financiers. Malheureusement et heureusement pour nous, l'argument, c'est la droite, cette droite-là extrême, l'extrême droite qui est en train de nous monter. Ce sont eux qui détiennent aussi justement ces entreprises, ces PME suisses où nous autres immigrants, nous travaillons. Aujourd'hui, le système suisse est fait qu'un seul bras ne peut pas nourrir 3 bouches. Donc, c'est-à-dire que dans un couple, je dirais même immigrant, qui est ici en Suisse, l'homme et la femme travaillent. Et quand ils travaillent, ils payent des impôts, ils contribuent au système, je dirais, de financement de l'AVS. Donc, beaucoup ont laissé, beaucoup ont lâché ici en Suisse qui n'ont pas récupéré. Écoutez, il ne faut pas minimiser ce que porte la migration en termes de main-d'œuvre dans ce pays. Mais vous venez d'évoquer le problème de la droite extrême, mais ce n'est pas toute la droite qui est pour cette initiative, parce que la droite actuellement vis-à-vis à cette initiative elle est divisée. Il y a le PLR qui ne soutient pas, qui s'oppose farouchement à cette initiative. Il reste peut-être que la moitié de la droite qui les soutienne. Mais en vous sentant parlant, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer en quelques mots, Augustin Munkamba, qu'est-ce que prévoit l'initiative Pas de Suisse à 10 millions? Elle prévoit quoi? Est-ce qu'il y a-t-il des choses qui sont cachées, que la population ne connaisse pas? On nous a juste brandi ce que vous venez d'évoquer. Je vous dis simplement que c'est une initiative populiste. Aujourd'hui, l'extrême droite a fait de l'immigration son fonds de commerce. Comment ça? En fait, il utilise ce qu'on appelle la dissuasion pour faire peur à la population, monter, comme je dis, les uns contre les autres. La peur de l'autre, la peur de l'immigrant en Suisse. Parmi les arguments aussi, on n'a pas cité, on parle de criminalité, mais la criminalité ici en Suisse n'est pas l'apanage de migrants. On en trouve aussi les autochtones qui sont à la fois victimes et acteurs de cette criminalité. Mais ils sont passés nombreux, les autochtones. S'ils ne sont pas nombreux, c'est-à-dire que nous avons une justice. S'ils ne sont pas nombreux, cela veut dire que nous avons une justice à 2 vitesses. Non, c'est pas parce ça. Parce que la loi est faite pour tout le monde. Non, mais c'est pas ça. La démocratie suisse, le système suisse, mais il n'y a pas une loi pour les étrangers, il n'y a pas une loi pour les autochtones. Il y a des lois basiques basées pour... D'ailleurs, justement, c'est là où les initiateurs, cette extrême droite, veut mener une Suisse avec une justice à 2 vitesses, qui est une loi pour les étrangers, les immigrants, et une loi pour les autochtones. Mais pour un même pays, pour les mêmes services, pour les mêmes droits, pour les mêmes engagements. Ça ne tient pas, c'est là où je dis que c'est du populisme. Ça n'a rien à voir. J'aurais honte d'appartenir à un parti qui fait des autres populations son fonds de commerce. Mais bon, moi je ne vous laisserai pas non plus dire ça, qu'il y a une justice à 2 vitesses, parce que... On risque de tomber à une justice à 2 vitesses. Ah ok, on risque de tomber, voilà. Je ne dis pas que la Suisse a une justice à 2 vitesses. On risque de tomber avec ce genre de comportement, ce genre d'initiative. Voilà. Les immigrants seront traités autrement et les autochtones seront traités autrement. Mais en même temps,
tous nous contribuons, nous payons. D'ailleurs, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui a émergé de dire que les migrants devraient payer plus, je crois, d'impôts. Il y avait beaucoup de conditions, de choses comme ça là. En fait, créer des inégalités sociales dans ces pays qui est réputé être un pays de démocratie, d'égalité, de chances, un pays stable. Il ne faut pas les déstabiliser. Mais moi, on est toujours sur l'initiative parce que les initiateurs, et ils disent que en tant que syndic, en tant que vous faites partie aussi. C'est pas syndic, c'est syndicaliste. Syndicaliste plutôt. Excusez-moi, donc syndicaliste. Syndic, c'est le maire. C'est le maire, voilà. Syndic en Suisse, syndic c'est comme une maire de la ville, soit un maire de la ville. Alors vous êtes aussi d'accord avec les initiateurs qui disent que la majorité quasiment des gens qui migrent en Suisse. Ceux qui habitent en Suisse, ils n'arrivent pas à trouver du boulot, c'est parce qu'il y a plus de frontaliers, des étrangers qui viennent rafler tout ce qu'il y a comme travail ici. Et ceux qui habitent la Suisse n'arrivent même pas à trouver du boulot. Moi, en tant que journaliste, on en a fait quand même certains. Nous sommes descendus un peu partout, poser des questions à d'autres personnes qui sont aussi d'accord, d'autres immigrés qui sont d'accord par rapport à cette initiative. Qu'est-ce que vous pouvez dire? La Suisse est un pays merveilleux. Vous savez, le cadre macroéconomique est bien enseigné. Où il y a opportunité d'investir. C'est-à-dire que l'économie, à un moment donné, c'est vrai que si je dois revenir à ma peau d'économiste, je l'ai toujours défendu, même sur le plan syndical, de dire que la Suisse vit une certaine inflation. Poliment, on parle de renchérissement, tout et tout, qui ne dit pas son nom. Mais ce qui est juste, c'est que l'économie suisse tourne bien et elle a besoin de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre-là, comme je l'ai dit tantôt, la Suisse aujourd'hui a une population vieillissante. Mais pourquoi ceux qui habitent la Suisse ne trouvent pas de boulot? Non, c'est faux. Vous êtes sûr? C'est faux, simplement. Vous verrez, il y a une vérité qu'on ne dit pas à haute voix. Vas-y. Il y a des secteurs d'activité où les Suisses, les vrais Suisses, ne veulent pas s'y engager. Ouais. Et ces secteurs d'activité sont couverts par le migrant. En premier, les Européens et l'Union européenne, selon les accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse, dans les secteurs de santé. On doit avouer qu'en Suisse, il y a une crise, par exemple, des acteurs de... Comment est-ce qu'on les appelle Aides-soignants. Que ce soit partant même de médecins. La Suisse a une pénurie de médecins, des infirmiers, des aides-soignants, en descendant jusqu'à ceux-là qui prennent en charge. C'est pas le terme qu'on utilise. Il y a encore un autre terme les aînés. Qui travaillent dans les aînés. Les auxiliaires de santé. Voilà. On doit se le dire clairement qu'il y a peu de Suisses qui s'engagent dans ces secteurs, je dirais, hyper importants et stratégiques pour justement la stabilité et la qualité de la vie en Suisse. Je vous dirais quelque chose qui pourrait peut-être vous choquer. Vas-y. Plusieurs années, dans un débat, dans une discussion politique, moi-même j'étais aussi choqué de dire qu'on a fait les calculs sur, par exemple, les études en médecine. Vous savez que ce sont des études trop exigeantes et qui prennent des fois le temps. On a fait les calculs de dire qu'à 18 ans, on obtient son bac, et c'était d'ailleurs contre les femmes. Donc à 18 ans, on obtient son bac. Supposons à 19 ans, on est à l'université. Donc quand on doit faire 7 ans d'études de médecine, ça fait combien? Beaucoup. 25. À 25 ans. Et quand on prendra les stages et tout ce qui suit, on s'est dit pour qu'on puisse être qualifié, avoir, voilà... À peu près 30 ans. 30 ans. Or, être mûr. Être mûr, voilà. Or, une fille à 30 ans rêve déjà de fonder une famille. Mais c'est pas tout, hein. Non, je vous parle de ce que j'avais vécu et ce qui m'a choqué. Ce n'est pas mon analyse à moi. Mais j'étais témoin justement de cette discussion-là. Et à 30 ans, quand elle va chercher à fonder une famille, entre les congés maternité, si elle doit faire 2, 3 enfants, donc facilement ça peut aller jusqu'à 40 ans. Donc ce qui fait que si elle doit vraiment réellement travailler, donc c'est de 40 à 60. Donc elle n'a que 20 ans. Ça coûte cher. Donc il faut importer dans ce secteur-là. On voit dans les secteurs touristiques. Comme vous le savez, la Suisse est un pays aussi touristique, avec les beaux sites, avec l'hôtellerie et tout ce qui suit. Dans ces domaines-là aussi, on importe.
Comprenez? Dans l'agriculture même où est basée cette formation politique qui vient avec cette initiative, parce qu'ils sont plus dans les milieux agricoles, mais allez-y voir qui est-ce qu'ils utilisent dans leurs exploitations agricoles. Ce sont des migrants. Donc c'est la honte de faire de ces thèmes d'immigration. Mais Augustin Mukamba, pourquoi ces textes suscitent-ils autant de débats, que ce soit ici en Suisse, que ce soit en Europe? Déjà en Suisse, ici, ça met en danger l'économie suisse. Vous serez d'accord avec moi, aujourd'hui... Mais ils disent que l'économie ne sera jamais en arrêt. Hein. Si, laissez-moi aller, il y a des conséquences sérieuses. Oui. Aujourd'hui, la démographie reste un élément très important dans l'économie. Personne ne viendra investir là où la démographie est faible. C'est question de la consommation, c'est question de la participation. Vous comprenez? Je reviens encore, la Suisse a une population vieillissante. Estimé à combien de pourcents? Je n'ai pas de précision, mais facilement on peut dire que 65% de la population... 65? On peut aller facilement 65. La Suisse n'est pas rajeunie actuellement. C'est plus de personnes âgées. Pourquoi? C'est parce que... je ne saurais pas les dire. Ceux qui habitent en Suisse ne veulent pas faire des enfants? Ça peut être une des causes, une des réponses. Les conditions aussi deviennent extrêmement difficiles. Peut-être que la peur aussi de s'engager, de fonder une famille, c'est une réalité, on en parle peu. Avec les lois qui accompagnent justement la famille, je vous dirais une chose par exemple, en termes fiscaux, les célibataires sont mieux traités que les couples mariés. En termes de l'AVS, les séparés sont mieux traités que les mariés. Donc tous ces éléments-là font peur. Pour que les gens puissent fonder des familles. Ça ne favorise pas les familles. Ouais, fonder des familles. Les jeunes ont peur de tout cela. Et par conséquent, c'est là-dessus on a développé encore d'autres choses. Vous verrez qu'en Suisse, maintenant, il n'y a pas que les mariages. Il y a les pactes qui est reconnu. Il y a les concubinages qui est reconnu. On a tout développé. C'est justement pour éviter, je dirais, défaire ou défavoriser la famille en son vrai sens du mot. Donc, c'est un peu ces arguments-là. Donc, je reviens sur ce que je disais, que sur le plan démographique, c'est un danger. Moins de la démographie, moins de l'investissement économique. C'est un élément qui fera fuir les investissements économiques. Par conséquent, je souligne aussi que la Suisse n'a pas de sous-sol. En Suisse, on trouve un peu de sel en vallée. Donc, la Suisse vit justement de son économie et justement de la matière grise. On parle de banques, ainsi de suite. Donc voilà un des éléments qui fait que sur le plan économique, on a peur que cette initiative, si jamais elle passait, elle viendra déstabiliser la scène économique et par conséquent la Suisse va perdre et sa crédibilité et sa force économique. Donc on sera victime d'une crise sans précédent et qui va effacer la Suisse des pays stables économiquement parlant et par conséquent socialement parlant. Augustin Mukamba, mais le partisan de l'initiative affirme que la croissance démographique exerce une pression sur les logements, les transports, les infrastructures. Est-ce que vous partagez le même constat avec eux? Ben, il est clair que la démographie plus la population augmente, il faut que les moyens suivent. Mais ce n'est pas une pression, c'est tout à fait naturel. J'ai parlé de la population vieillissante. Les gens ne restent pas éternellement, bien que la qualité de la vie en Suisse est garantie. Donc, nous avons encore des espaces où on peut construire. Et aujourd'hui, même sur justement, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils disent que les immigrés qui construisent, les immigrés construisent pour les immigrés. Non. C'est pourquoi ils ne veulent pas ça. Nous sommes en Suisse. Ouais. D'abord, qui sont les premiers investisseurs en termes de logement ou de l'immobilier en Suisse? C'est cette droite-là dont vous parlez. Deuxièmement, on construit en Suisse, pour la Suisse et pour les Suisses. Construire la Suisse, en Suisse, comme vous le savez, exige, il y a un certain nombre de critères, de choses qu'il faut respecter. C'est créer de la main-d'œuvre, c'est créer du financement, parce que la construction en Suisse est financée par les banques, c'est-à-dire que ça fait tourner l'économie suisse. Ce sont les entreprises, on ne construit pas comme on veut. Ce n'est pas parce qu'on a son terrain qu'on viendra avec ses 2 briques et monter les briques. Non, monter les murs. Ce sont des entreprises qui tournent. C'est la main-d'œuvre qui tourne. Ces entreprises, quand elles tournent,
et les entreprises et les employés, ils payent quoi? Les impôts. Ça fait tourner la Suisse. C'est ce qui fait qu'on puisse construire des routes, des hôpitaux, et ainsi de suite. Qui est-ce qui font monter les prix des mètres carrés ici en Suisse? C'est toujours les mêmes. C'est même extrême droite. En fait, ils sont en train de se tirer, comme on dit, le taux. Les couteaux sur le dos. Non, non. Et même, ils sont en train de je ne sais pas comment je vais expliquer ça. De s'autoproclamer ou bien? Pas autoproclamer. Autoflagellé. Voilà, c'est le terme. C'est comme ça que moi, je dis que c'est une initiative, je dirais, populiste. Ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de sens, en tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou ici en Suisse. Est-ce que selon Augustin Munkamba, la limitation de la population à 10 millions d'habitants est-elle une réponse réaliste à ces défis? Non, c'est du populisme. Ce n'est pas du réalisme, c'est du populisme. Je trouve ça un peu anormal, ou qu'on nous dise clairement que, bon, voilà, nous ne voulons pas dépasser cette soupape de 10. Tant que cette soupape sera atteinte, les seigneurs, il faut les sacrifier. Les migrants, on n'en a pas besoin. Les naissances, n'en faites plus. Est-ce que ça a vraiment un sens? C'est du populisme, c'est pas du réalisme. Voilà. Voilà, M. Augustin Munkamba, quels seraient les effets concrets sur l'immigration, de libre circulation des personnes avec l'Union européenne si seulement si cette initiative passait? Effectivement, c'est très important ce que vous venez de relever. Les premiers visés, ce ne sont pas les migrants venant de l'Afrique, de l'Amérique latine et tout ce que vous voulez. Les premiers à payer les prix, c'est l'Union européenne. Or, les pères fondateurs, ceux qui ont réfléchi, les maîtres penseurs de la Suisse, qui ont d'ailleurs bien réfléchi de dire que bon, la Suisse, nous, on n'est pas dans l'Union européenne, mais nous sommes dans les accords bilatéraux. Ils jouent sur le soupape. Quand on a besoin de vous, vous venez. Quand vous avez besoin de nous, nous faisons. Nous exportons à l'Union européenne nos produits. Nous importons aussi vos produits. Ça nous fait tourner en même temps, ça nous protège. Tu comprends ça? Or, avec de telles initiatives, c'est-à-dire qu'il faut remettre à plat ces accords bilatéraux. Quand on parlera de remettre à plat, ce n'est pas seulement la question de libre circulation des personnes, parce que dans la libre circulation, on oublie qu'en grande partie, c'est du tourisme. Vous comprenez ça? Le tourisme, on vient dépenser, on ne vient pas s'installer. On vient dépenser, on vient faire tourner l'économie suisse. On ne vient pas s'installer. De l'autre côté, dans ces bilatéraux, il y a ces accords commerciaux. Nous exportons, et nous importons. À 10 millions, les marchés de consommation, vous imaginez? Voilà, Augustin Munkamba, ça n'est fini pour cette problématique, mais si vous avez un message à adresser à tous les compatriotes de la diaspora qui ont le droit de voter ce 14 juin. Écoutez, les maîtres penseurs, les pères fondateurs de la démocratie suisse ont bien fait les choses. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui utilise ce qu'on appelle, nous, la démocratie de proximité, où nous sommes sollicités à nous prononcer à toute grande décision qui engage notre quotidien, notre avenir. Profitez de cet outil. C'est-à-dire que vous tous qui avez la possibilité, le droit de vous exprimer, allez-y dans les urnes. Sachez que si vous ne le faites pas, les autres le feront. Et d'ailleurs, je vous informe, aujourd'hui où nous tournons cette émission, les sondages sont à égalité. Donc, une seule voix suffit pour que ça puisse basculer d'un côté comme de l'autre. Mais nous qui comprenons les choses, qui vous expliquons ce qui se passe réellement, qui sommes sur la scène politique, qui voyons le lendemain, je vous dis que vous avez intérêt à donner une claque à ce genre, je dirais, d'aventure qui met en danger toute une nation, toute une population, tout un peuple. C'est l'avenir de la Suisse. Et quand on parle de l'avenir de la Suisse, c'est l'avenir de la population vivant en Suisse. Et or, la population vivant en Suisse
n'est pas seulement constitué des migrants. Il y a les autochtones qui vont payer les prix, il y a les migrants qui vont payer les prix, et il y a nous tous qui seront devant le fait accompli. Allez-y voter et rejetez massivement ces genres de provocations et je dirais des tentatives d'aventure politique qui risquent de nous coûter cher. Voilà, maintenant nous allons entamer la partie, comme je vous avais dit, on va parler, on ne peut pas s'en passer, vu que vous êtes aussi congolais, et puis il y a maintenant à Kinshasa, qui est la capitale congolaise, qui est devenue très sale, et tout le monde en parle, tous ceux qui partent là-bas, ils viennent nous dire non, 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 votre capitale, c'est devenu comme l'enfer. Est-ce que vous avez quand même, selon vous, parce que je sais bien que vous avez côtoyé presque beaucoup de gouverneurs qui sont passés par là, entre autres Mongolo Diaka, entre autres il y a beaucoup que vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez faire quand même la comparaison de Kinshasa la belle de cette époque avec Kinshasa d'aujourd'hui? Cher William, telle que la situation est détaillée et présentée, pour ma ville, moi je suis natif de Kinshasa. Je ne suis pas un kouya-kouya comme les Congolais, les Kinois le disent, un natif de Kinshasa. Je ne ferai pas la comparaison parce qu'il n'y a pas photo. Mais on doit passer à l'acte. Et cet acte, parmi les solutions, vous savez, à un moment donné, j'avais créé un magazine qu'on appelait Écho du gouverneur, où on parlait de la ville et des attributions du gouverneur. Je suis tout petit peu déçu aussi de notre opposition au Congo, dans le sens que toute action politique, toutes les actions menées ne visent que la partie politique, les pouvoirs, l'envie des pouvoirs. Mais à quelque part, nous avons mis de côté cette même population que nous utilisons pour accéder au pouvoir. Je pense à la mobilisation, je pense à la participation très particulièrement des Kinois dans leur lutte pour les progrès politiques au sein de la République démocratique du Congo et aujourd'hui presque abandonnés à eux-mêmes face à ce qui peut devenir un drame pour la santé publique. La situation de la ville de Kinshasa a deux volets. Elle est dramatique. Le premier volet, c'est le volet politique. Et le deuxième volet, c'est le volet, je dirais, managérial ou technique. Et je pourrais ajouter un troisième volet, c'est la participation. Quand je parlerai du volet politique, c'est-à-dire que le système est fait tel que le gouverneur n'est pas le tout-puissant. Le gouverneur a son juge et son patron naturel. Lequel? C'est l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que quelqu'un soit désigné gouverneur de la ville, c'est un accord avec, c'est l'accord de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire que c'est l'Assemblée provinciale qui élit les gouverneurs. Les gouverneurs ne sont pas nommés. Ils sont élus par l'Assemblée provinciale. Pour être élu, le gouverneur doit présenter un projet réalisable et viable pour que ces élus, les honorables, puissent l'accepter. Je me poserai la question aujourd'hui. Tout ce que j'avais entendu de Daniel Bumba, monsieur le gouverneur, c'est Kinshasa Eza Kubumba. Ça, c'est un slogan. Non, c'était le titre du programme. Laissez-moi aller, William, c'est très important. N'en faisons pas un débat politique parce que les vies humaines sont en danger. Effectivement. Oui, vas-y. Kinshasa Eza Kubumba, c'est-à-dire que l'Assemblée provinciale avait intérimé, accepté un projet où il y a plusieurs secteurs qui devaient être pris en compte. J'imagine, je suppose, je ne l'ai pas lu, il y a aussi le volet salubrité de la ville de Kinshasa. Ok? Le processus veut qu'une fois l'Assemblée provinciale adopte les projets, élue l'acteur, mette les moyens. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but, parmi les objectifs des assemblées, c'est contrôler aussi l'exécution des projets et contrôler aussi les financements. La grande question, et moi je me tourne vers vous qui prenez aujourd'hui le devant, parce que c'est une question qui commence à me préoccuper aujourd'hui, vous les journalistes d'investigation, parce que, laissez-moi ouvrir cette petite parenthèse, je me pose aussi la question, qui dirige aujourd'hui la RDC? Est-ce que ce sont les politiques, ce sont les artistes, ce sont les journalistes? Tout le monde impose sa loi. Mais je retourne vers vous, journalistes d'investigation.
avez-vous eu le temps d'aller voir les patrons de monsieur le gouverneur Daniel Bumba, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale représentée par son président, nous dire qu'est-ce qu'il en est de la gestion justement de l'insalubrité qui règne à Kinshasa. Est-ce que c'est un problème de Bumba comme personne, c'est-à-dire un problème de leadership, ou un problème de moyens? Si ce sont les moyens, quelle a été la demande de Bumba pour les secteurs ou la branche de la salubrité? Et combien est-ce qu'il a demandé à ce jour? Combien l'Assemblée générale, l'Assemblée provinciale a alloué pour justement la propriété de la ville de Kinshasa? Et à ce moment-là, avec cette réponse, l'IGF doit rentrer en jeu. Ça existe toujours, l'IGF? Beaucoup, évoluons, beaucoup de ces leaders d'opposition aujourd'hui ont siégé aux assemblées provinciales. Oui. Je cite vraiment avec courage mon grand frère Martin Fayoulou, à l'époque de Kimbuta. Vous vous souvenez de l'époque du conflit d'élection Kimbuta-Adam Mbonde? Donc il avait voté dans cette législature. Martin Fayoulou était le président de la commission des finances de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire c'est un technocrate. C'est quelqu'un qui s'y connaît très bien en matière de la ville. Aujourd'hui, leader de l'opposition. Ne pourrait-il pas se pencher sur cette question de la ville de Kinshasa où il habite, qui est toujours derrière lui dans ses actions? On peut en citer plusieurs. Nous avons des gens comme mon ami ici, le journaliste que j'aime beaucoup, il s'appelle comment, qui s'est converti en politique, l'ami à Daniel Savou. Mike Mukebai. Mike Mukebai, un intellectuel bien fait, député provincial, ne pouvait-il pas se pencher sur cette question-là? Papa Molière, que j'aime beaucoup, meilleur élu même de la ville de Kinshasa, ne pourrait-il pas, je cite des grands noms comme ça là, les gens comme Itoka, qui s'y connaissent très bien sur la gestion de la ville, les gens comme, il s'appelle comment, Godin Poy. On veille en vous et moi, vous connaissez bien comment la politique congolaise s'est. Non, arrêtons de William, je respecte beaucoup ton plateau. Petit Gamagambo et modèle en Moganamiso. Non, mais vous savez, non. Pour eux, il faut que l'autre échoue comme ça. Non, il a échoué, il faut qu'il parte. L'échec de l'autre, ce sont les populations qui payent les prix. Et demain, vous utilisez cette même population derrière vous. Mais non, il y a un moment de salaire troisième fox, banicité. On ne doit pas continuer à nous utiliser dans ce sens-là. Nous comptons sur que ces gens-là, parce que ce sont nos porte-parole, nos voix et ils connaissent. Donc, tout le monde parle. On est tous d'accord que Kinshasa, c'est salité, c'est invivable. Mais tous ont courage aujourd'hui d'aller à l'Assemblée provinciale, poser la question au speaker de l'Assemblée provinciale, est-ce que c'est un problème de moyens ou c'est un problème de leadership? Si c'est une question de moyens, quels sont les moyens que vous avez mis à la disposition de Daniel Bumba? Ça nous permettra d'aller voir Daniel Bumba pour dire que tu as reçu les moyens, on a mis les moyens à ta disposition, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Merci Augustin Munkamba pour votre avis par rapport à cette situation d'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Aussi, là, il y a une phrase qu'on n'a pas apportée, l'implication. L'implication de la population. Il faut que la population dans Makambo que l'État au Saba. L'État est là, l'État est là. Je ne peux pas comprendre que Wissé Nanga est tondi, Bolim Sanazala cru. Solution, au lieu de bloco, c'est Natobolamir Nabutu et l'équipe voisin. Je ne peux pas comprendre que qu'à niveau Yama Izawana, Izapo Maïelika, Nakuzu, Nabuka Ibilo na ndaku be makasa kwa nganalia ki Thompson na ubwa na kanivo mais biso ka bato payer les prix le temps gouvernorat eya le temps Bumba aya si na bela ki tifoi et bola c'est soit kinga après nous soka que tu sais que ya mabe faut changer constitution justement ça c'est la dernière question que j'allais aussi vous poser par rapport à la constitution. Là, je vous pose en tant qu'Augustin Munkamba, congolais, d'origine de père et de mère, quel est votre avis? Parce que ça aussi, ça déchire le cœur de tout le monde, c'est à la une, le problème de la constitution. Est-ce que êtes-vous, aujourd'hui, je ne vous pose pas comme président de la diaspora et tout ça, en tant que congolais, quel est votre avis
par rapport à cette thématique du changement de la constitution de la République démocratique du... Est-ce que c'est le moment? Féliciter Tshisekedi, hein, franchement. Pourquoi? Ça, je parle en tant que Mugamba. Pourquoi? Non, mais il ne faut pas prendre la peau du président. Je parle en tant qu'Augustin Mugamba. Ah ouais. En tant qu'analyste politique. Ok. Il pouvait bien le faire au début de son mandat. S'il l'aurait fait au début de son mandat, ce que vous craignez, ce qu'on nous met en avant, pas moi, parce que moi, je balaye ce qu'on met en avant, parce que si vous regardez, les débats tournent autour de nombre de mandats. Mais on ne creuse pas, on ne va pas à fond. À part cet argument-là, il y a un autre argument qu'on nous met à disposition, alors que la Constitution elle-même en parle. Donc pour moi, c'est un sens nul événement. Mais je dis remercier Tshisekedi parce que si tel est le cas, s'il était vraiment accro au pouvoir, il allait le faire au début de son mandat. Et à ce moment-là, ça aurait lui donné le pouvoir, justement, comme on le craint, de déverrouiller et de prolonger ses mandats. Tshisekedi est fruit de la Constitution actuelle. La Constitution actuelle dit que le président a droit à un mandat renouvelable une fois. Donc c'est de sa bonne foi qu'il vient dire qu'attention, il y a un danger. Après expérience, après avoir dirigé, voilà ce que j'ai constaté. Attention, vérifiez ça. Ça c'est une chose. Deuxième chose, il faut connaître l'historique de cette Constitution actuelle. La Constitution actuelle, c'est un contrat de dispatching du pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis. Les acteurs, les avertis savent que la constitution actuelle, c'est la constitution des belligérants. Ça a été fait pour calmer les belligérants qui ont pris les armes, qui couraient derrière le pouvoir. Question de satisfaire leurs égos et leurs appétits politiques, on a créé ces documents, cette convention, on est tous d'accord, nous participons ensemble et à ce moment-là, on ne va plus faire la guerre. Le Congo sera toujours dirigé en termes des armes, en termes de guerre pour accéder au pouvoir? Non. Une chose encore, le monde évolue. Moi, je ne suis pas partisan du changement, mais de la révision. C'est-à-dire qu'il faut adapter, il faut modifier la Constitution. Il faut l'adapter aux conditions actuelles. Que les politiciens aujourd'hui nous disent clairement, ceux qui, enfin pas les politiciens, mais ceux qui sont contre cette modification de la Constitution, qu'est-ce qu'ils en pensent de cet article qui dit que le Congo doit céder une partie de sa terre au nom de l'unité africaine. Cette partie des terres sera cédée au Maroc. Comme on dit, le Maroc a une partie des terres au Sénégal, en Afrique du Sud, au Mali ou à nos amis maliens qui ont un problème de terre, ou bien cela engage ceux-là qui nous font du mal. Au nom de quoi aujourd'hui, pour faire agenouiller le Congo, on doit toujours entrer par la même porte. Je cite Jean-Pierre Bemba, je le cite, à l'époque c'était l'AFDEL. On interrogea Jean-Pierre dans une des interviews qui dit que c'était d'ailleurs le meeting au stade Tata Raphaël. Quand Kanzelo vient au côté là, Yango Bissopé de côté. Pourquoi vous avez condamné Bissop? Ça serait toujours ainsi pour un pays qu'on veut stable, démocratique, respectueux? Non. Mettons cette course au pouvoir de côté. Soyons réalistes. Même si on commençait ces travaux aujourd'hui, ou si Tshisekedi ne le fait pas, sachez-le que le prochain qui viendra, il le fera, et ce que nous craignons aujourd'hui sera une réalité demain. Parce qu'à ce moment-là, pour Tshisekedi, on craint qu'il puisse continuer, ok, mais le nouveau qui viendra, il aura la confiance, il aura la majorité, il finira par faire sauter cette fameuse constitution. Et avec la confiance qu'il aura en tant que nouveau élu, la majorité qu'il aura, c'est lui qui bénéficiera de multiplier les mandats s'il veut bien le faire. Autant mieux peut-être de donner celui qui est actuellement au lieu de... Tu sais qu'il a fait un mandat, c'est une bonne foi, c'est un signe de patriotisme. Il dit que moi, après avoir dirigé, voilà ce que j'ai constaté. Faites attention, il est temps. Moi, je suis à la fin, je vous accompagne, justement pour que vous ne tombiez plus
à ces erreurs du passé. Parce que la Constitution a une influence et un impact dans la vie nationale. Voilà, très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous retrouve prochainement. Et jusque-là, restez bien chez vous, dans vos salons. Donc, continuez à nous faire confiance. Nous sommes là pour vous faire énormément plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao.